futur du MMA français assuré avec ses 3 pépites, Walid Tandia, Théo Ulrich et Paul Dena, vainqueurs lors de l'Hexagone MMA 34 au Zénith de Paris, tous par KO dès le premier round. Quelle soirée de dingue on a vécu. Salut à tous, bienvenue dans le Fighter Club Sunday, votre rendez-vous qui revient en images sur tous les événements du week-end en fight, et il y en a eu de nombreux. La team du soir, Jalito au rendez-vous évidemment, ça va? Ça va et toi? Bah très bien. Toujours de bonne humeur le dimanche. Ouais, toujours le dimanche. C'est son petit rendez-vous du dimanche. Je suis sur mon canapé, je me suis fait voler ma place, mais... Ah attends, on ne dit pas tout de suite par qui, voilà. Tu vois. Ah. On va présenter Sacha, d'abord. T'as piqué la place à personne, c'est bon? Non, a priori, c'est la mienne, hein. Je La crois. tienne. Je sais pas. Après, j'ai pas envie de m'embrouiller avec quelqu'un, mais non, normalement, je suis là. Ça va, je suis au bon endroit. C'est ça. Alors, qui a volé la place de Jalito ce soir? Pourquoi Jalito n'a rien dit? Surtout, la question, elle est là. Parce que Théo Ulrich est avec nous ce soir, l'un des hommes de cette soirée. Comment ça va, Théo? Écoute, ça va très très bien, Ouais, merci. très bien. T'as passé une belle soirée en même temps au Zénith de Paris. Toi, t'as renversé tout le monde. Ambiance de dingue. On va y revenir. On a plein de petites images aussi à vous proposer. Des images inside de l'Hexagone MMA Paris, des images exclues RMC Sport pour vivre un petit peu de l'intérieur, tout ce qui s'est passé. Voici le programme tout de suite de votre émission qui regroupe le meilleur des sports de combat. Il a complètement renversé le Zénith. Deuxième combat pro et déjà un main event pour Paul Dena. Victoire par KO dès le premier round. Une victoire construite et maîtrisée qui confirme encore un peu plus son statut de véritable prospect du MMA français. Il parle beaucoup, mais il répond aussi surtout présent dans la cage. Il voulait une victoire marquante et il l'a eu hier soir. Vendredi soir. On est déjà samedi. Walid Tandia l'affirme, il est le meilleur, moins de 77 français. Il est notre invité aujourd'hui. Pas le zombie, celui qui est juste à côté, Théo Ulrich, le guerrier, 6e combat en pro, 6e victoire, la 5e par finish. C'est l'un des plus grands talents du MMA français aujourd'hui et il est avec nous. On aura aussi le plaisir d'avoir Swill Ariski en fin d'émission qui viendra nous raconter aussi sa première en pro chez Hexagone. Voilà toutes les pépites du MMA français réunies en une soirée. On a retrouvé, grâce à Sacha, une petite image flashback en 2023. C'était au championnat du monde. Vous allez voir à peu près qui était présent. Une sorte de baby Avengers du MMA français. Tu vois. Est-ce que vous reconnaissez tout le monde? Il y a Walid Tandia qui est là. Tu reconnais tout le monde, Jalito, ou pas? Ouais, Jason Owens, Swill Ariski, Samba Sima, c'est Benoît Prigent, ça? Bah, je c'est sais la pas, question qu'on se pose. C'est un des frères Prigent, mais lequel? Voilà, je sais pas. Il y a Wally, Hugo Vidal. J'ai dit Jason Owen ou pas? Ouais, Ouais. Fodé Gassama, Fodé Nel Ariano, Mathilde Aschenbrenner. Il y a aussi Paul Dena même. Oui, carrément. exactement. Nicolas Haute aussi. Nicolas Haute au milieu de tout Haute. ça, effectivement. Il manque juste Théo, en fait. Théo, T'étais où, t'étais toi? pas aux IMAF, toi? Non, j'ai pas fait les IMAF malheureusement. J'aurais bien aimé les faire. C'est vrai? Ouais. Vraie ambiance de groupe aussi, on sent, on en a parlé d'ailleurs cette semaine dans le vestiaire aussi avec Paul, avec Wally. On sent qu'il y avait une bonne ambiance, mais quand on voit cette photo, on se dit quand même on a un sacré cru du MMA français quand même. L'avenir, il est quand même assez assuré, non? Bah franchement, l'âge d'or du MMA français n'est peut-être pas loin, parce qu'ils sont tous, ils passent d'amateurs, ils font les championnats du monde, championnats d'Europe, et ils rentrent tous dans le monde professionnel, la plupart avec des victoires, des performances qui sont très bien pour des débuts en pro. Et il y en a qui ont plus de hype que d'autres, mais je pense que c'est encore le début du MMA en France, je le répéterai jamais assez, ça fait 4 ans que c'est légal. Et je pense que le niveau va faire que monter. Je pense que même les générations qui vont suivre, inspirées par celle-là, vont faire encore plus de grandes choses. Et moi, j'espère en tout cas. Ouais, parce que cette génération, les jeunes. Hein. Bah, c'est ça, c'était la première génération en fait, de combattants amateurs qui était un petit peu médiatisée. Paul Dena a joué un très 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 gros rôle là-dessus. C'était encadré aussi, encadré par une fédération française, etc. Parce qu'on a eu des combattants avant, mais qui malheureusement ont dû faire des aventures pour aller combattre en Russie et partout dans le monde, pas toujours dans les meilleures conditions. Et un mec comme Johnny, qui vient aider ces entre guillemets petits, quand je dis petits, c'est parce que c'est des jeunes. Fraché, hein. Ouais. Johnny Fraché, ouais. Lui, il a mangé son pain noir, il est parti combattre à Londres, en short notice, partout pour des sommes qui sont dérisoires. Et ils se disent, bon, là, ils ont l'occasion de faire quelque chose en amateur, et pourquoi pas faire avancer les choses pour le MMA en général, quoi. Et donc, bah, c'est ça, on les a suivis, on a vu leurs médailles, on savait que c'était des jeunes qui arrivaient, on s'est dit à quel moment ils vont basculer chez les pros. Maintenant, ça y est, on y est, ils sont chez les pros. Il y en a qui ont fait leur premier combat, il y en a qui sont à 4 combats, il y en a qui sont bien plus avancés. Et on se rend compte que c'est des vrais talents. Maintenant, on sait que c'est des gens sur lesquels il va falloir compter à l'avenir et qui vont compter dans le paysage du MMA français, ou peut-être même en Europe, peut-être même encore plus haut.
On va y revenir justement sur toutes ces petites pépites parce que le Zénith de Paris était plein vendredi soir pour voir notamment un homme, le main event de la soirée, Paul Denis Navarro alias Paul Dena, 2e combat pro seulement. Et déjà, main event, c'est dire l'impact aussi que Paul Dena a sur le MMA français aujourd'hui. Vendredi soir, il n'a fait que confirmer encore plus tout son potentiel. C'est bien le pressing là. Ah, il a touché encore. Il a touché encore, magnifique. Oh là 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 là, c'est beau. Quelle démonstration. Ça s'est fait tout le temps. Douceur, il a pris son temps, il a choisi ses coups et il termine par KO. Encore une fois. Magnifique performance de Paul Dena. Waouh. Je sais plus. Quel coup au corps qui fait la différence. Théo, t'as regardé le fight de Paul ou t'étais déjà en train de fêter ta victoire? Non, j'étais dans le vestiaire avec mon coach pour discuter du combat. Et t'as regardé du coup Paul ou pas? Ouais. Impressionné par ce coup au corps là? Ouais, moi j'aime bien l'attitude de Paul. C'est propre, je trouve. C'est ça dont on veut parler aussi, parce que c'est vrai que Paul, on parle souvent de lui comme le youtubeur qui s'est mis au combat, mais on a l'impression que maintenant, en fait, ça a basculé. En fait, c'est lui qui le dit d'ailleurs, c'est le combattant qui fait de la création de contenu, mais c'est avant tout un combattant, en fait, maintenant, Paul Dena. Ça y est, il est installé dans le paysage du MMA français, qu'on le veuille ou non. Et moi, j'en suis content personnellement parce qu'il ramène une bonne image. C'est quelqu'un qui est toujours positif dans ses discours. Et ses combats sont engagés et moi je le trouve fort, moi, Paul. Et je suis vraiment content que ça se passe bien pour lui. Et j'espère qu'il va continuer encore à monter, prendre des adversaires qui vont être en adéquation avec son niveau et qui vont le pousser à s'améliorer à chaque fois. Et franchement, viser le sommet. On sent qu'il est quand même pris davantage au sérieux grâce à ce genre de victoire aussi, Sacha, parce qu'au début on a l'impression que tout le monde voulait l'affronter parce qu'on se disait si je le bats, je vais prendre aussi sa hype, je vais arriver à récupérer un petit peu tout ce qu'il y a autour de lui. Maintenant les adversaires sont un peu plus fébriles quand même avant d'aller le chercher, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Alors il avait connu des défaites en amateur et c'est là où les gens se disent voilà, c'est de la hype, je peux aller faire quelque chose, il a déjà perdu contre un tel, etc. Sauf qu'en fait le temps qu'il a passé à se préparer et à travailler depuis qu'il est chez Hexagone MMA, il a pris des oppositions qui sont quand même plus relevées, on se rend compte qu'il a gommé tout ce qu'on pouvait lui reprocher en fait dans son jeu. On lui reprochait d'être très ouvert sur la boxe, surtout la boxe en ligne face à lui, etc., d'avoir des ouvertures, peut-être d'être unidimensionnel parce que c'était son sol qui faisait la différence beaucoup en amateur. Là, on voit, c'est un combattant professionnel en fait. La stratégie, enfin moi ce que je vois dans ce combat-là et comment il finit, c'est un mec qui a bossé une stratégie et qui l'a appliquée de A à Z sans faire d'erreur, vraiment. Donc c'est un professionnel qui a travaillé l'avant et qui l'a appliqué pendant, l'exécution elle est parfaite et c'est ce qui donne ce finish. Et quand on dit que faire un finish c'est plein d'ingrédients mélangés, c'est vraiment tout ce qu'il a fait là dans ce combat. Et le timing du finish est incroyable, à quelques secondes de la fin du round, un round où il a été super à l'aise. Franchement, rien à dire, 10 sur 10 pour sa perte. Et même, tu vois, c'est son deuxième combat pro, je peux même déjà trouver dans quoi il a progressé par rapport au premier, dans la gestion de la distance, beaucoup plus précis, il le cadre super bien, il y a moins de coups parasites, j'ai envie de dire, il est presque parfait là-dedans. Et maintenant, on peut se dire, c'est un vrai prospect. Avant, on se disait, voilà, ça va monter, mais jusqu'à où, quand, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est incapable de connaître la fin du potentiel de Paul Dena. Et si aussitôt il arrive à délivrer des prestations comme ça, je pense qu'il va faire comme les bons joueurs de tennis. L'opposition, elle va monter et il va continuer de performer bien. On va se servir justement du combat de vendredi de Paul pour voir quelle peut être la suite maintenant pour Paul Dena, parce qu'on a vu à travers son combat quand même qu'il prépare parfaitement son game plan, t'en as parlé justement, ça se voit, on le voit, il a attendu, il le respecte aussi du début à la fin. Par exemple, vendredi, il y avait ce travail ciblé au corps qui a fini par payer justement. Théo aussi, on l'a vu, c'est le signe en fait d'un combattant qui vraiment prend les choses au sérieux. On voit que son passage en pro, il l'a vraiment pris au sérieux, il a construit aussi son game plan sur ce combat-là. Puis même, moi je trouve que ça se voit qu'il est tranquille. Ouais. Il gère bien le stress. Ouais. Tu vois, pour un deuxième combat pro et surtout en main event, je trouve que l'attitude elle est plutôt bien. Même
très très bien. Ouais, c'est ça qui est fou. Il est décontracté, c'est limite la même attitude que McGregor contre Ronaldo. Je suis tout il est tranquille de ouf, il est détente, il est pas crispé, il est vraiment. Non, on sent que la pression elle glisse un petit peu sur lui. Alors moi j'ai remarqué un truc quand même par rapport peut-être à ses combats précédents, plus dans l'attitude. Là je vais pas rentrer dans la technique moi, mais plus dans l'attitude. On l'a senti moins expressif aussi après son KO en fait. Paul Dena sur son premier KO face à Xavier Talmoust en pro, il avait vraiment éclaté. Oui, le premier c'est un soulagement. Ouais. Parce que mais c'est justement ça, tu vois, c'est que là. Presque, c'est normal pour lui. Voilà, en fait, il est rentré parce que je pense que dans sa tête, il se dit impossible que ce Gamba. Moi, je m'entraîne avec Taylor Lapillus, je m'entraîne avec Tarzan, je m'entraîne avec Hugo Vidal, je m'entraîne avec des tueurs. C'est impossible que ce gars-là me batte. Et je pense que tous les combattants, quand ils sont en confiance par rapport à comment ils s'entraînent, par rapport à leurs coéquipiers, par rapport à leur potentiel et ce qu'ils font face à des gens qui sont plus haut classés qu'eux, je pense que ça joue peut-être à 80% pour moi dans la confiance en soi. Et là, il a été serein, méthodique, et il a rendu une copie parfaite, parce qu'il ne s'est pas fait toucher une fois, il n'a pas eu une position où il a été dominé, il n'a pas été pris en clinch. Dès qu'il y a eu une tentative de takedown, il a sprawlé, il a bien défendu, et à chaque fois, il a puni son adversaire. Il se fait alerter 0 fois. Ouais, c'est ça. Et puis si on regarde aussi son combat en détail et qu'on continue pour essayer de comprendre un peu vers quoi il peut tendre Paul Dena maintenant, il a pris le temps de construire son combat aussi, Sacha. On l'a senti très patient, il ne s'est pas précipité. Il a pris plus le temps de construire, tu le disais, il termine à la fin quasiment du premier round. Presque buzzer beater. Ouais, c'est ça. On l'a senti très patient aussi, Paul Dena. Il n'a pas paniqué. Dans sa manière de combattre, il y a plein de signes où on voit qu'il ne panique pas. La manière dont il va se faire saisir le kick, par exemple, sur une sensation de panique, tu peux te faire amener au sol, tu peux rater quelque chose. Là, on voit énormément de feintes, toujours dans la bonne distance, il ne se précipite pas en avant. Et c'est lui qui va provoquer, tu vois, comme dit souvent Taylor au commentaire, donner des informations à l'adversaire, prendre les informations en retour, et puis après commencer à trouver les ouvertures. C'est méthodique, comme je l'ai dit, c'est un travail de professionnel. C'est qu'on parle des tueurs à gages et tout, c'est méthodique, c'est organisé, on sait ce qu'on visait, et on n'allait pas se livrer trop vite. C'est vrai que quand tu passes de l'amateur au pro, je pense qu'il y a un côté un peu excitant. Il y a les rounds qui sont plus courts, tu as les gants qui sont plus fins. Je pense que Théo, il connaît ça. Tu as envie de tester aussi des nouvelles armes, des coups de genoux, des coups de coude. Cool. Toute la panoplie, tu veux la mettre direct. Bah oui, c'est sûr. Et là, après, tu commences à peut-être pondérer un petit peu plus comment aborder les combats, à vraiment te reposer sur tes forces et aller les exploiter au maximum, comme Théo aussi peut le faire avec ses célèbres bras avant, bras arrière enchaînés, tu vois. Il a sorti le meilleur qu'il y avait à faire, et là, on avait vu que la cible, effectivement, il a été patient. C'était le corps, c'était le foie. Il s'est pris à plusieurs reprises avec plusieurs coups différents, et à la fin, ça a payé. Comme ils disent les Américains, il a investi sur le corps. Et après, tu récoltes les fruits de ton investissement. L'argent à la banque. C'est comme ça qu'il a fait la différence, Paul Dena, dans ce combat. Grosse team aussi autour de lui, tu l'as évoqué un petit peu. Il est bien entouré à l'US Metro. Ouais, exactement, à l'US Metro, avec un certain Taylor Lapillus, dont tu as parlé, et qui était aux commentaires ce soir-là sur RMC Sport, et qui a retrouvé justement son partenaire d'entraînement dans les coulisses après sa victoire. Quand je fais mes premiers front kicks, il y en a un retour il y a le retourné, et après quand il touche, il est là, ça veut dire qu'il ne voit même pas le carré. Pourquoi tu es chaud, tu m'en mets en tout à l'œil. Bravo mon ref, bravo, franchement tu nous as fait, bravo. Tu l'évoquais aussi, toi, Théo, il y a l'approbation des autres combattants aussi. Quand on est combattant soi-même, est-ce que c'est pas la plus belle consécration que d'être adoubé par les autres combattants en fait autour de soi? Bah oui, c'est sûr. Paul, il est très bien entouré. Et pour moi, Taylor Lapillus, c'est l'un des plus grands Français. Hein. C'est un technicien de ouf. Sur cette catégorie, c'est lui. Ouais. Exactement. C'est quoi lui, c'est un 61, c'est ça 61, ouais. Puis il s'entraîne, il nous le dit souvent, hein, Taylor, il s'entraîne tout le temps avec Paul, donc il le sait. Il l'a vu tout de suite, lui, il sait les qualités qu'il a. On parle évidemment de ses performances dans la cage, mais tu as évoqué aussi tout à l'heure sa tranquillité en fait à Paul Dena, sa confiance. Il a tout compris en fait parce qu'il savait qu'au Zénith, les gens venaient pour le voir lui. Et du coup, lui, il s'est dit, pour mon deuxième combat pro, je vais taper une entrée, mais pas comme les autres, tu vois. Je vais rentrer avec un petit bain de foule.
Encore une fois, on le disait, deuxième combat pro, seulement en fait pour Paul Dena, et tu as déjà la confiance de te dire, moi je suis tranquille avant mon combat, je peux aller faire une entrée au milieu du public. Il faut quand même gérer aussi cette pression-là avant. On verra ton entrée aussi tout à l'heure, Théo, parce que toi aussi tu te fais plaisir sur les entrées. Mais c'est vrai que celle de Paul, il faut le tenter quand même, tu vois, pour un deuxième combat pro, de faire une entrée comme ça. Il a digéré sa célébrité, il a compris son statut. Ouais. Donc c'est plus quelque chose qui l'affecte. Et je pense que, tu sais, ça n'a pas toujours été que des hauts pour lui. Il a eu, quand il perd ou quoi, c'est toujours compliqué sur les réseaux, plus t'es exposé. Il a eu un petit creux même. Voilà, tu vois. Donc je pense qu'il a digéré le fait d'être célèbre. Et donc du coup, pour lui, c'est devenu une... comme il dit, il l'a embrassé, c'est devenu une, oui, et puis une nature il en pour joue lui. aussi, Voilà. il sait comment jouer. C'est comme si c'était un trentenaire qui a 23 ans en fait. C'est comme s'il avait déjà eu l'expérience de la vie, de ce qui pouvait être compliqué, des gens qui l'ont critiqué, des gens qui n'y croyaient pas, etc. Maintenant, il se dit, ok, si je suis la tête d'affiche, j'ai un rôle à assumer, je l'assumerai de l'entrée jusqu'à la performance dans la cage. Et je pense que c'est ce qui est son moteur de travail. Tu sais, c'est un petit peu comme ceux qui sont très, très, très médiatisés. Même si là, le parallèle est un petit peu bizarre. Moi, je repense à Cédric Doumbé qui fait des trucs de fou avant ses combats, etc. C'est aussi sa manière de se mettre dans un cadre où il se dit, voilà, je sais ce qu'on attend de moi, je dois performer, j'ai pas le droit à l'erreur. Et j'ai vraiment donné tout ce que j'ai en moi pour faire de ce moment ce que les gens attendent. Alors, quelle peut être la suite maintenant, évidemment, pour Paul Dena? Nous, on est très impatients de le revoir très rapidement. Anon Picro, RMC Sport, dans le vestiaire, il a évoqué justement sa volonté de combattre très rapidement. Il a parlé du 6 décembre prochain aussi. Et il a déjà ciblé son prochain adversaire. Anzor, je crois. Ah ouais. Ah oui, non mais oui, allez, oui. Si c'est pas de bêtises, je crois. Anzor, oui, bien sûr, mais Anzor, oui, j'ai envie de l'éteindre. Ah ouais. Clairement, j'ai envie de l'éteindre. J'ai envie de passer la guerre. À chaque fois, je montais de commentaires. Moi, je suis un fervent défendeur de Paul. Hein. Quand on était au peu, ouais, je me souviens, sur une autre publication avec, je crois que c'était Anzor, je crois. C'est là où je l'ai connu. J'ai fait, mais faites attention comment vous parlez, les gars. Nous, on est une team, mon ref. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis un peu trop communautaire. C'est-à-dire, mon ref, même si on n'est pas dans la même caté, là. Là, je regarde. Honnêtement, ça peut être un combat. Ah, de ouf. Mais ça, c'est vraiment un combat que je veux faire. Mais j'ai essayé de le relancer plusieurs fois. Je l'attendais. Ouais. Mais j'ai rien entendu. Il veut pas. Non, bah, j'ai pas aucune nouvelle. Pour de vrai, je pense que toi, t'es au-dessus largement. Prends pas la tête. J'aimerais tellement, les gens, ils kifferaient. Ça serait un beau combat. Mais bon, j'ai l'impression que c'est malheureux. Pas lui faire trop peur. Tu ça te dégaine. Qu'est-ce qui te tue? Le décalage entre la dégaine et ce qu'il dit, Paul, à la fin, c'est trop marrant. Alors, on va peut-être remettre un petit peu de contexte aussi autour de cette rivalité avec Anzor, d'où ça vient, qui il est aussi, Anzor, parce qu'on connaît très bien Paul Dena, mais d'où vient Anzor et d'où vient cette rivalité surtout entre les deux? Alors en fait, tout s'est fait sur YFC. Donc comme tu le sais, Paul qui a créé un gros buzz dans l'organisation d'Ibra TV, il a fait plusieurs combats là-bas et il s'est imposé 2 fois en fait. La première fois, il bat un gars, il y a un mec qui dit attends, je vais venger mon ami, etc. Et en fait, à ce moment-là, en parallèle, à YFC, il y a un mec qui s'appelle Anzor qui bat tout le monde aussi. Et donc, à un moment donné, ça finit en face à face entre les deux. On arrive à cette conclusion. Janvier 2024, on s'affronte. Bon, aujourd'hui, on est en quoi? Septembre 2025, c'est pas encore arrivé. Ils ont chacun fait un petit peu de leur route. Le problème, c'est que Anzor, à l'époque, était déjà combattant pro. Paul était encore en amateur, donc ça pouvait pas forcément se faire. Paul a fait son chemin en amateur. Maintenant, les deux sont professionnels puisque Anzor, il a combattu du côté de l'AEC, qu'on connaît bien sur MC Sport, qu'on diffuse. Et dans 2 catégories de poids, aujourd'hui, Anzor, il est en 66 kg et Paul, il est en 61 kg. Donc, ils se sont vraiment chauffés. Ils voulaient se prendre à ce moment-là, etc. Ça ne s'est pas fait. Mais ils continuent de se tourner autour parce que les deux s'observent, en fait, évoluer maintenant dans le monde professionnel. Et on pourrait les retrouver à Hexagone parce qu'il y a une rumeur qui dit que Anzor pourrait être son contrat avec Hexagone en 2026. Donc, on pourrait se retrouver avec cette rivalité assez chaude et qui, en fait, revient aux origines presque de Paul Dena. Et c'est vrai que Anzor a ensuite fait sa carrière un petit peu avec le rôle de antagoniste de Paul Dena. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas si c'est clair. Mais non, mais c'est très clair. Ouais, mais donc, ça veut dire que si ce fight, il se fait, soit Paul monte ou Anzor. A priori, c'est ce qui peut se passer. À moins qu'il fasse un truc au milieu, je ne sais pas. Juste pour avoir le fight, quoi. Bah après, je pense qu'il y a des gens qui aimeraient bien aussi voir ce dénouement parce que, alors, vous pouvez regarder les rediffusions,
Ça a quand même été assez chaud en fait. Et puis Paul, il a un rôle qui est assez particulier, c'est qu'il bat 2 mecs, il y va tout seul comme ça, il y a 50 mecs qui l'attendent, puis après tu as toujours un nouveau mec qui ajoute, qui dit bon bah vas-y c'est à mon tour d'aller le battre, etc. Donc ouais c'est assez drôle, mais ça montre aussi le personnage qui était déjà Paul à l'époque et tout le courage qu'il avait justement. C'est ça qui avait fait le buzz à l'époque. Ouais, exactement. Anzor, le message est bien passé. En tout cas, auprès de lui, il a des comptes. T'as eu des nouvelles? Ouais. T'es prêt? Tu vas en avoir tout de suite. Regarde, il a des comptes à régler avec Paul Denard. La performance, bien. Ça me donne encore plus envie de le combattre. Et... Belle performance, on va dire, contre un adversaire coriace. Toujours. J'ai vu sur RMC Sport qu'il avait des mots qui ne m'ont pas plu. Du trash talk, c'est du trash talk, mais il y a des mots où ça va au-delà de ça. Mais en tout cas, j'arrive bientôt pour ta tête. Une victoire de ma part, on va dire. Mais en tout cas, il n'y aura pas de décision et je vais juste lui rentrer dedans et on va se rentrer dedans aussi. Est-ce que ça vous plairait ce fight, Théo? Est-ce que tu as envie de voir le dénouement de cette histoire entre les deux? Moi, je veux voir la suite. Hein. Je veux voir la suite. Mais tout le monde en fait. C'est un combat super hypant. Ouais. C'est ça, et puis quand on connaît aussi, est-ce que c'est un petit peu la façon de boucler l'histoire aussi pour Paul Denard avec YFC, avec son évolution aussi, de mettre ça définitivement de côté en fait pour lui? Oui, il y a ce côté-là aussi, et puis je pense que même Anzor, il a un petit nom maintenant aussi, c'est quelqu'un qui est un jeune prospect aussi, et franchement, je trouve que c'est un bon combat. Moi, c'est un beau matchmaking quoi qu'il arrive. Histoire ou pas histoire entre les deux, c'était un beau matchmaking, ça c'est la cerise sur le gâteau, et comme tu as dit, c'est la fin d'un chapitre, on passe à un autre. Ouais, c'est ça, comme ça. T'as totalement raison, Flora. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est bien de le souligner. Merci. Je t'ai vu un petit peu faire la moue au début de ma question. En fait, j'étais d'accord dès le début, il fallait que je développe. Voilà. Bon, il y a un autre homme qui a marqué cette soirée d'Hexagone MMA au Zénith de Paris, et on a la chance parce qu'il est avec nous dans le canapé, à côté de Jalito, Théo Ulrich. Toi aussi, tu as marqué les esprits, Théo, déjà par ton entrée dans la salle. On va la revoir. Tu vas nous en parler aussi parce que dans le vestiaire, tu nous avais promis quelque chose, justement. Je te demandais si tu allais revenir en mode Walking Dead. Tu m'avais dit oui, mais t'es pas rentré dans le détail. Et au final, on la voit, là, ton entrée avec encore une fois des zombies. Alors, on ne voit pas, mais il y en a d'autres qui étaient descendus dans la salle à d'autres endroits. Il y en avait énormément. Il faut que tu nous racontes quand même d'où ça vient, cette passion-là pour Walking Dead. Est-ce que c'est d'être dans la peau de ce personnage avant un combat qui te permet de te transcender ou pourquoi? Alors déjà, The Walking Dead, c'est une série que j'ai regardée. Voilà. Mais l'histoire de cette entrée, c'est mon coach Gaëtan Hurtel qui m'avait dit que si je serais chaud de rentrer avec la batte à Orange. Et on a fait ça à Orange et on a vu que ça fait du bruit, quoi. Du bruit. Donc ensuite, on a reproposé à l'Hexagone de rentrer avec la batte au Zénith contre Gabriel Ruiz. Et l'Hexagone, ils m'ont proposé de rentrer avec des zombies. Ah ouais, carrément, c'est eux qui t'ont proposé. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, on a dit, bah ouais, ça peut être un truc de ouf. Est-ce que c'est une idée de Jérôme Pourru, ça? Ouais. Incroyable. C'est une idée de Jérôme Pourru. Et on l'a fait, et ça a buzzé de ouf. Ouais. Ça a buzzé de ouf. Le soir même, il y a Jérôme qui m'a dit que c'était en top tendance Twitter et tout. Ouais. C'était un truc de ouf. Limite, l'entrée a plus parlé que le combat lui-même. Non mais ça c'est clair. Et puis on va regarder une petite image aussi exclue RMC Sport après ton fight, après la victoire. Tu as été félicité par tes zombies, j'ai envie de dire. Est-ce que tu sais, est-ce que tu les connais déjà? Parce que moi j'allais te demander est-ce que c'était des potes à toi, mais en fait au final non. C'est quoi? C'est des comédiens qu'Hexagone a fait venir? C'est des vrais acteurs, ouais. D'accord. Parce que je me disais, la démarche elle est quand même sacrément travaillée. J'ai cru que t'es parti à Porte de la Chapelle et il aurait dit non, mais il y avait une partie de l'équipe qui était rentrée avec moi au dernier Zénith contre Ruiz. Et sauf que Jérôme, pour cette entrée-là, il a proposé en plus que des zombies rentrent dans le public. Je fais, mais ça c'est magique. Et tu sais peut-être pas, mais nous on était dans la salle et à partir du moment où tu es rentré dans la cage, les zombies qui étaient dans la salle ont continué de se balader dans. Ah, ils ont fait le vrai Ils m'ont fait peur, moi. Ouais, ils ont fait un peu. Ça, Tu savais pas? Non, encore eux, t'étais en train de combattre. Je peux pas tout faire. Après, j'ai fait, ah ouais, franchement, c'est un truc. Ah ouais, non, franchement, c'était. Ils ont fait leur rôle de A à Z. Moi, j'ai une question. La batte, est-ce qu'elle a une symbolique pour toi ou c'est juste une idée? T'as kiffé la série, t'as kiffé l'objet, t'as dit bon, je vais rentrer avec ça? Non, la batte, c'est l'idée de mon coach. Ok. Mais par contre, pour l'histoire, c'est la vraie batte.
Ah ouais? Ouais, du vrai barbelé, c'est la vraie batte de... C'est la vraie batte de la série. Enfin, pas de la série, tu vois. Elle est reproduite exactement comme celle de la série avec du vrai barbelé et tout. Ah ouais, donc c'est du vrai barbelé et tout. Déjà, juste pour rentrer au Zénith avec, c'est... Bah oui. Ouais, la sécurité, ils sont bizarres. C'est une vraie batte, genre du vrai barbelé et tout. Bon, moi j'ai une idée pour toi. Je pense que même Antoine Simon et Taylor, ils ont la même. La prochaine fois, ramène un mec que tu peux éclater avec la batte. Mais un zombie pignata. Faisons les choses jusqu'au bout. Par album que j'y ai pensé en plus. Tu as pensé, je m'en doute. Mais franchement, quand t'as ça dans les mains, tu dois avoir envie de t'en servir. J'ai 2-3 CV pour toi, t'inquiète. Bon, en tout cas, il y a ce qui s'est passé évidemment dans la salle avant le combat, mais il y a aussi et surtout ce qui s'est passé dans la cage pour toi, Théo. Et ça n'a pas dépassé le premier round. Surtout, il applique la stratégie. Ils ont mis au point une stratégie, il l'applique à la lettre. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Travailler en striking. Il ne se laisse pas saisir derrière. Et Mohamed, c'est pas une bonne défense, là. C'est pas une très bonne défense pour lui. L'arbitre est très vigilant. Et attention, il a peut-être arrêté. Il ne défend pas, on va l'arrêter. Ah là 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 là, ça sent la fin, c'est terminé. Oh là 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 là. Non, c'est légitime cet arrêt. Ouais. Donc encore une confirmation pour Théo Ulrich. On vous l'a dit, lui aussi, c'est le futur du MMA français. Elle était morte presque. Réflexion très intelligente de Jalito qui a dit tu frappes que du gauche. Pour une fois. Tu frappes que du gauche, mais ouais, parce que tu l'as évoqué rapidement après le fight. L'avant-combat était très compliqué pour toi. Ouais, l'avant-combat était très compliqué pour moi parce que j'ai fait une crise de tachycardie pendant l'échauffement. Donc ça a duré de l'échauffement jusqu'à après le combat. Tu peux nous expliquer Alors, tachycardie, c'est le rythme cardiaque qui s'accélère. Qui s'accélère. Et je peux monter très très haut. Okay. Et en fait, tu sais, t'es en manque de souffle. T'es fatigué. Ouais, c'est ça. C'est un... Là, on te voit du coup juste avant le combat. Là, tu es en train de quoi de compter tes pulsations pour savoir à combien t'es? C'est ça, ouais. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu es entouré d'un médecin quand même Est-ce qu'on pourrait te dire là, combat pas, ça devient dangereux ou pas du tout? J'ai mon cardiologue qui me suit, mais il n'est pas, il est pas présent en place, tu vois. Et Gaëtan, il voulait pas me faire combattre. Ah ouais? Il voulait pas me faire combattre. Juste devant l'entrée, il a dit ouais, moi ça me dérange pas de prendre le micro puis de dire tout le monde que c'est mort, quoi, tu vois. Et j'ai dit non, Gaëtan, s'il te plaît, laisse-moi combattre, au moins, laisse-moi un round. Ok. Au moins, tu vois. Et il s'avère qu'il avait dit à Mathis et Ryan, si ça durait plus qu'un seul round, si il voyait que mon souffle il était vraiment, enfin que mon cœur il était trop haut, et il allait stopper le fight. C'est dingue. Parce que c'est dangereux pour lui. Ouais, c'est ça. Mais toi, quand tu es dans la cage à ce moment-là, tu ressens vraiment que ton cœur s'accélère. Ouais, comment tu n'as pas de souffle, t'arrêtes? Mode off. Hein. J'ai essayé de déconnecter. C'est pour ça que j'ai commencé le combat doucement, quoi. Vraiment crescendo. Parce que si j'allais le commencer vraiment en force comme d'hab, ça allait pas trop le faire. Ouais. Ceci explique peut-être cela, parce que moi j'avais l'impression, je sais pas comment tu l'as senti, mais moi à l'écran, sur le premier middle, tu le prends, ça va, mais après quand il monte, j'ai l'impression que tu as été touché, moi. Heureusement que j'ai eu la main, il m'a touché, mais c'était pas touché en mode sonner, il m'a touché. Moi j'avais l'impression que on va le voir à l'image. On va le voir là, justement. Il commence fort, Bayo, il commence fort et surprenant en fait. Il m'a touché, mais pas au point de connecter. Donc tu étais à 100% là, ouais, juste Parce que moi j'avais l'impression que tu étais. Non, j'étais là. Et maintenant que tu me dis ça, que tu me dis que tu avais une crise de tachycardie juste avant, je me suis dit, tu peux pas, comme tu as dit, tu pouvais pas commencer à 100%, et ça, t'aurais peut-être pu être cueilli à froid. Et ça coïncide bien, parce que je pense que dans le game plan de Bayo, il y avait de commencer très très fort pour pas te laisser être à l'aise dans le fight, parce qu'on sait que c'est surtout quand tu commences à cadrer, être bien à l'aise, que tu deviens le plus dangereux. Je pense qu'il a voulu te bousculer aussi d'entrée, donc les deux, l'un dans l'autre, tu vois, ça fait aussi qu'il y a ce début de combo, on se dit, oula, ça part vite, tu vois. Est-ce que tu as douté quand même, Théo, à un moment? Alors toi, tu nous dis que tu as dit à Gaëtan Hurtel que tu voulais y aller. Mais est-ce qu'une fois que tu es dans la cage, que tu sens ton cœur qui s'accélère, là peut-être quand tu prends ce premier middle, est-ce que tu doutes à un moment ou pas?
Non, j'ai pas douté. Pourquoi? Parce que durant cette préparation de combat, ça m'est arrivé de faire des séances en crise. D'accord. Ok. Tu avais l'habitude. Ouais, Tu savais ce que c'est ça. c'était. Et d'habitude, en pleine séance, je stoppe. Et ça m'est arrivé plusieurs fois quand je tournais pendant les séances de lutte avec Amaury. Je lui disais, ah, là, je suis en crise, tu vois. Ouais. Et j'ai continué et il m'a dit, ouais, non, mais t'es fou. Je lui ai dit, écoute, si ça arrive en combat, je peux pas me dire, ouais, non, genre, stop. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit à Gaëtan, je peux le faire. Je peux maîtriser. C'est pas la première fois. À l'entraînement, ça m'est déjà arrivé. Donc, donc c'est le fait de l'avoir vécu déjà en entraînement, tu t'es stress en moi. Je connais, je sais que je peux le gérer, je sais que je peux y arriver. Imagine c'est ta première fois, ça t'arrive, t'es allé. Ah bah là, en plus. Ça m'est arrivé une fois en amateur contre Hugo Pajol. Okay. J'ai combattu et en depuis, crise. ça t'était jamais arrivé avant un combat? En combat, non. Et j'avais fait le combat contre Pajol, j'ai fait un combat dégueulasse, que du cash control. parce que j'étais... Bah ouais. T'étais essoufflé. Ah ouais, j'étais cuit. Gagné. Ouais, mais... Et en plus. Comme quoi, ça t'empêche pas de gagner. J'étais cuit de ouf. Ça t'empêche pas de gagner, mais on t'a vu en tout cas très ému aussi, du coup, après ta victoire. Ouais. C'est aussi... parce qu'il y avait tout ça, parce que tu avais tout ça en tête. On t'a vu longtemps remercier aussi ton staff, tes coachs aussi, tout le monde qui était autour de toi. Il y avait des choses, voilà, tu le dis, c'était dans la tête. Tu as parlé de ta main aussi, tu étais blessé à la main. On a senti qu'il y avait beaucoup d'émotions pour toi. Bah ouais, parce que c'est le relâchement en fait. Ouais. Tu vois, c'est combattre en crise plus une maman, c'est pas du stress, mais tu te dis que t'es limité, quoi. Bah, bien sûr. Tu vois. Puis même Gaëtan, il m'avait dit, hey, t'auras plein de combats, faut pas que tu gâches tout maintenant. Bien sûr. Donc j'aurais pu très bien dire, ah, vas-y, bah, je fais pas le combat, mais je te dis, laisse-moi un round, s'il te plaît. Et ça a duré qu'un round en même temps. Ça t'a suffi. Ouais. Heureusement. Ça t'a suffi à ce moment-là. On parlait de ton clan, justement. Si toi, tu étais ému dans la cage, eux aussi, notamment après la victoire. Et tu nous as parlé de Mathis et Mathis Duragrin aussi, qui était avec toi aussi dans le vestiaire avant. Petit inside auprès de ton clan après ta victoire. Je peux dire un truc. Tu crois dans la cage, faut voir. La cage, je le regarde, il a blotti, les yeux rouges. J'ai un Michael, les yeux rouges, je fais les... Il a pleuré, moi, t'es là. Il a pleuré, cette... Il a pleuré. J'étais pas loin, hein. Moi, je suis tombé parce qu'il fallait... Tu pleurais, voilà, et alors? Ouais, et alors, ouais. Ben, j'assume les sentiments. Pourquoi vous m'avez taillé alors quand j'ai pleuré au mariage? Personne n'a fait ça. Personne n'a fait ça. C'est juste parce que j'ai à la caméra. On ne pas, mais on n'est jamais comme ça, nous. On se lance pas déjà. Vas-y, allez, je suis le plus gros connard. Vas-y, encore. Top. Il n'y a plus rien. Il nous a dit le flanc incroyable. Il a plus kiffé le flanc que son KO. Je crois. T'as remangé direct après. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, mais la crise, elle s'est quoi, arrêtée direct après que t'aies fini le fight ou comment? Non, elle s'est arrêtée un peu après mon retour au vestiaire. Ok. Ouais. Et du coup, t'as remangé direct derrière pour reprendre un peu de force et tout. Ouais, j'ai bien mangé. On sent que la bouffe, c'est important quand même. Hein. Ah non, mais franchement, j'ai une anecdote. Il y a un mec qui s'est régalé sur cette soirée-là et je l'ai cramé de ouf. Mathieu Leto du Clos. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il avait une assiette remplie de gâteaux. Je vous jure, il y avait un brownie. Alors, il combattait pas sur la carte. Non, hein. à minima, il y avait 87 parts de brownie. Il en avait 62. Je crois qu'on a vu la même scène. C'était exceptionnel. Après, il était très bon, ce brownie. Parenthèse. Visiblement, il y en a qui ont profité. Moi, je sais pas. On en a pris quelques-uns, mais c'est vrai qu'il était très bon. Il y a plein de forces pour toi dans le chat, Théo. Je pense que tu les vois passer à peu près. On nous demande beaucoup de choses aussi d'un point de vue médical. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Comment ça vient? C'est des crises que tu as depuis ta naissance, en fait. Hein, ouais, c'est ça. C'est des crises que j'ai depuis tout petit et ça arrive à n'importe quel moment. Ouais. Ça peut m'arriver, là, je peux parler, puis d'un coup, boum. Ça accéléré sans raison particulière, quoi. Sans raison. Et anecdote, c'était pendant ma préparation, je crois, contre le Venezuela.
C'était sur la piste, et comme ça, d'un coup, mon cœur, il est monté à 230. Wow. Ouais. Alors, habituellement, on est à quoi? Pardon pour la réaction. 90 généralement, c'est ça, non? 90, 95, je crois, à peu près. À l'effort, À l'effort, c'est 140, je crois. Allez, quand tu pousses vraiment, tu montes Ouais. à 180. Ouais. Pas pour moi, en tout Et cas, là, quand j'étais à 180. j'étais à 230 et j'étais en PLS. Mais là, tu fais un malaise après au bout Ah, d'un j'étais moment, pas non? bien du tout. Ah bah oui, mais Bah, attends. carrément, j'étais avec Amaury et Mathis et Ryan, je crois. Et je fais, les mecs, mort. Là, je peux plus, stop, quoi. Là, je peux plus. Ah ouais, je peux plus, en tout cas. Ouais. 130. Ouais, ça fait Vibé. beaucoup. En tout cas, vendredi, tu as confirmé aussi ce que tout le monde ou presque pensait déjà de toi. Théo, 6e victoire en 6 combats pro. Si on regarde un peu ton parcours, il y a quelque chose qui saute aux yeux aussi, c'est que déjà, tu affrontes à peu près tout le monde qui se présente face à toi. Et c'est surtout des adversaires complètement différents. Tu as affronté plein de styles différents. C'est quoi? C'est que tu prends tout ce qu'on te propose ou justement, tu aimes bien te confronter à des styles et des adversaires différents? Non, moi je prends tout. Me propose un mec, franchement, je réfléchis pas. Ouais. Tu regardes même pas avant qui c'est? Ouais, non, moi je suis pas pas compliqué. Hein. C'est comme la bouffe. Hein. Je suis pas compliqué. Ah, puis sur la liste des adversaires, quand même, il y a des noms de ouf, on se rend pas compte parce que c'est pas tous des noms qui ont explosé aux yeux du grand public, mais quand tu prends un Raphaël Benga, par exemple, pour ton deuxième combat pro. Qui est champion du monde, je crois, ou de kick, ou de boxe taille, ou je sais plus quoi. Qui a croisé Doumbé à l'époque, tu vois, c'est pas n'importe quoi en fait. Et en plus, tu vas le chercher en striking pour le coup. Donc c'est très fort. Polydor, c'est aussi un mec qui a beaucoup d'expérience dans le milieu. Ruiz, c'est le mec qui avait battu Axel Alfandari, qui était le prospect. Il y a des gens qui disent toujours, ouais, mais Théo, c'est pas des vrais adversaires et tout. Moi, je trouve que tu es un des mecs qui se planque le moins en termes d'opposition, qui a de l'activité. Et je vais même le dire, je sais de sources sûres qu'il y a plein de mecs qui t'évitent vraiment. Il y en a beaucoup qui refusent. Je sais qu'il y en a qui se sont signés, qui ne se sont pas faits, etc. Donc, je pense qu'il faut mettre du respect sur ce parcours-là. On a hâte de voir la suite parce que je pense, comme on le disait avec Paul tout à l'heure, on va monter le niveau avec des noms encore plus gros, etc. Peut-être que les gens connaîtront. Moi, je pense que ça risque d'être le même effet derrière. Bah, franchement, moi, je trouve en plus que la cathète des 70, elle est plutôt bien remplie pour mec. Donc, ouais, moi, je suis ouvert. Hein. Ouais, je sais, il y a des tournois, ça parle un petit peu de tout. Il y a des choses intéressantes qui sont en train de se tramer dans l'ombre, à l'Hexagone. Tu peux savoir quoi? Des tournois. Avec tournois à 6 chiffres, un truc comme ça. Des gros cash prize. Moi, je suis bien curieux que tout ça soit bien officialisé. Et tout. Ah ouais, mais ça commence à me hyper. Tu vois, Hexagone, il te laisse la possibilité de faire des entrées de malade mental. Ça parle de tournois, ça parle de pas s'esquiver, de faire les combats franco-français qu'on attend tous aussi pour enflammer. Donc, moi, je suis un petit peu hypé. Et je sais qu'il y a pas mal de noms là qui sont sur la liste encore, donc ça va être cool. T'as quand même choqué, je sais pas si t'as vu d'ailleurs un petit peu tout ce qui s'est dit autour de toi après ce combat. T'as été sur les réseaux sociaux un peu ou pas? Non, pas trop. Écoute, nous, on a posté ton KO sur les réseaux sociaux avec le compte RMC Sport Combat. Il y a un combattant de l'UFC qui a répondu, c'est Jordan Vucenic, qui a mis des petites flammes pour toi sur ce combat. Comme quoi, tu es suivi aussi, on parle de toi à l'international. Hein. Ah ouais, lui, j'avais tourné avec lui en Thaïlande. Ah, ok. Vous connaissez? On se connaît, c'est un grand mot. C'est un grand mot, mais... On a échangé et franchement, c'est un très bon gars. Ouais. Très sympa et très fort aussi. Il est trop technique. Bah, visiblement, tu lui as laissé un bon souvenir aussi pour qu'il se rappelle bien de toi. Ça fait plaisir. Merci, mon ref. On va marquer une courte pause et puis on revient juste après pour revenir sur les autres performances de la soirée de cet Hexagone MMA Paris. On n'a pas parlé encore de Walid Tandia. On aura Swilareski aussi qui sera avec nous dans quelques instants. Et puis Théo, évidemment, qui reste avec nous dans le canapé. À tout de suite. On avait l'habitude, on reste ensemble sur Twitch, les amis, pour vous faire gagner 20 € de free bets avec notre partenaire Winamax. Le nouveau jeu, c'est de deviner qui a fait ce KO. On va vous montrer un KO en images, un petit peu modifié évidemment, et vous avez quelques minutes, quelques secondes même pour nous répondre dans le chat. Le premier qui donne le nom de celui qui met le KO repart avec les 20 € de free bets. Vous êtes prêts? C'est parti. Qui met ce KO? Théo vient de salement donner la réponse. Je veux des sous. C'est pas quand il a gagné. Oh non, il a pas gagné. Il a pas été vite. Objectif Brabus, tu viens de gagner. Tout le monde avait trouvé pour le coup. Objectif Brabus. Il vient d'où lui? De quel commune? Tu viens de gagner les 20 € en free bet. Je te laisse donner tes identifiants en MP.
Allez, on est de retour sur RMC Sport. On continue de dérouler cette soirée Hexagone MMA. On est toujours avec Théo Ulrich qui est là. On avait aussi beaucoup parlé d'un homme qui, lui, pour le coup, parle beaucoup avant les combats. Mais encore une fois, il a répondu dans la cage. C'est Walid Tandia, évidemment. Enfin, peut-être une victoire aussi, référence pour lui face à Alix Jean-Guillaume. Et du coup, encore une fois, des ambitions bien enfichées après son combat. Honnêtement, sérieusement, est-ce que vous voyez quelqu'un qui peut m'arrêter dans ma lancée? Chez Hexagone MMA, il n'y a personne. Et même en France, il n'y a personne. Et il n'y aura personne et je le prouverai avec le temps. Je vous ai dit, tout vient à point, qui sait attendre. Voilà, comme ça, c'est dit. Alors, qui peut aller chercher Walid Tandia maintenant dans cette catégorie des moins de 77 kilos? C'est un peu la question. On lui reproche souvent de beaucoup parler. En tout cas, il a continué de prouver, là, dans la cage, de quoi il est capable. On va revoir son KO, justement, face à Alix Jean-Guillaume. On est dans la technique pure, là aussi. Et c'est vrai que Walid Tandia, lui aussi, il a beaucoup progressé. Et là, Théo, peut-être que tu peux nous dire, mais il profite justement de cette attaque en takedown de son adversaire pour justement le contrer. Il garde la main et un bon genou. Ouais. C'est ça. Ça, du coup, toi, tu es dans les vestiaires à ce moment-là, tu vois pas ce qui se passe, tu es en train de te préparer? Même, je crois que j'étais en crise, même. Ah ouais, à ce moment-là, donc, ouais, ce qui se passe dans la cage à ce moment-là, tu... Ouais, je pas trop. Ouais. Mais je sais que j'ai entendu de... Ouais, t'as entendu le public. Je fais, ah, il y a quelqu'un qui s'est fait éteindre. C'est Walid Tandia qui a éteint la lumière d'Alix Jean-Guillaume. C'est ça, le vrai Walid Tandia aussi? Ah ouais, moi je pense que c'est le Walid Tandia version pro et on commence à avoir un petit peu les prémices de ce que ça va donner. Je pense que quand il a basculé chez les pros, ça s'est fait tellement vite qu'il n'avait pas encore vraiment trouvé son style. Déjà au dernier combat, je trouvais qu'il avait moins de gestes parasites. Avant, je trouvais qu'il avait beaucoup la jambe avant, en fait, vraiment type Muay Thai. Son Nakmoué. Ouais, exactement, qui pouvait peut-être lui porter préjudice. Il rentrait de manière un petit peu brouillonne, etc. Là, on voit, il y a une succession de feintes. Il y a beaucoup de jabs pour vraiment avoir la distance. Et puis après, il en revient sur un finish qui vient un peu de son background. Hein. Gros background, champion de France de Muay Thai. Il avait dit que quand il passerait en pro, les genoux à la tête, ça allait être une de ses armes parce qu'il a un physique énorme pour la catégorie Walid. C'est ça sa force. 1m91 pour 67 kg avec une allonge à quasi 2 mètres. Ouais, c'est très très fort. Et voilà, maintenant, il sait se servir de ses armes. Tu vois, cette jambe avant, je la trouve bien plus ancrée, bien plus en place. Et du coup, il voit venir les takedowns. Donc, ce qui fait qu'il défend bien. Et après, il arrive à riposter justement avec ses gros genoux. Et il fait prendre la sauce à Alix Jean-Guillaume, qui en plus a de l'expérience, tu vois, qui a accepté le combat. Donc, non, je pense que on est dans la continuité, c'est l'évolution de ces jeunes combattants. Et là, Tandia, on commence vraiment à avoir une vraie évolution. Les 2 premiers combats, pas de finish. Les 2 derniers, 2 finish. Ouais. Je pense que ça va continuer dans cette lancée-là. Alors, on l'a vu en plus, le coup de genou. Je ne sais pas si tu te souviens de Jalito, mais il y a évidemment le coup de genou là qui met KO. Mais il le tente. Juste un petit peu avant, là aussi il touche. A priori, quoi, ça veut dire que t'es préparé, qu'il y a une stratégie aussi de sa part d'utiliser ses genoux. Voilà. Il s'est dit aujourd'hui, je vais montrer tout ce que j'ai dit avant que je commence en pro, c'est-à-dire je vais montrer mon striking. Et là en fait c'est plus un chaos d'opportunité, c'est-à-dire que il a l'underhook, il arrive à bien le gérer, il se dépasse l'autre, il voit pas le coup venir, forcément, lui il a capitalisé dessus. Là on le voit avant, c'est à peu près la même technique, mais là encore plus en sortie de la cage. Je trouve qu'il a saisi la chance, l'opportunité, il a fait ce qu'il fallait faire, extinction des feux, et on va célébrer ça. Je trouve qu'il a la confiance en soi aussi. Oui. Comme je le disais, 80% du combat, c'est la confiance. Ouais, puis là, je trouve qu'il a trouvé sa place. C'est-à-dire que là, il prend du temps entre les combats, il est plus si pressé que ça. Je pense que ces 2 premiers combats où il a enchaîné en 2 semaines à ses débuts pro, c'était pas forcément la meilleure idée, mais il a eu du temps dans la cage en professionnel, donc il a eu une demi-heure de temps effectif dans la cage. Forcément, pour la suite, ça aide un peu. Là, il a eu le premier finish qui l'a mis en confiance. Là, le deuxième finish qui va encore plus le mettre en confiance. Attention à l'excès de confiance, mais pour moi, Wally, c'est du tout droit. Puis il y aura des signatures, je pense, parce que l'utilisation de ses genoux, justement, avec son avantage de taille, on l'a vu à l'UFC avec Reinier Derrider, qui lui aussi est très très grand pour sa catégorie, ça devient son arme fatale. Donc peut-être que Tandia, il est en train justement de peaufiner ses armes justement avec ses genoux et son avantage de taille, où très très vite, en fait, quand il va être sur une saisie de quelqu'un, la tête va être très très proche et il va pouvoir conclure là-dessus. Donc maintenant, on sait, la suite potentiellement pour lui, ça peut être une ceinture. C'est ce qui avait été annoncé par Hexagone. Ceinture qui se dispute la semaine prochaine en plus. Donc bien hypé parce que Tandia, moi je le surnomme la fusée, ça peut aller très très vite sur la ceinture. Hein. Ouais, en plus, petit point en plus, il a un petit bonus, il avait les manchettes à LeBron James. Donc, moi j'ai Iverson. Forcément,
T'avais déjà vu ça, toi, Théo Non, quelqu'un qui j'ai joue avec vu des des manchettes lumières, mais pas des manchettes de NBA. Justement, j'allais te demander, ça sert à Si quoi? c'était Il y a une auto- explication. Alors, en fait, Il y a une explication. oui, alors a priori, oui. Alors, je vais Flora. changer un peu le conducteur pour vous expliquer, parce ah. qu'apparemment, il faut rentrer dans les détails. On va regarder du coup un petit Bien inside. renseigné, Flora. Ouais, mais j'ai toujours la réponse, t'inquiète pas. On vous a préparé un petit inside justement autour du combat de Walid Tandia avec des images exclusives d'RMC Sport. Je vous invite à bien regarder justement les images, ça va vous obliger à être attentif, et comme ça, vous allez voir pourquoi Walid Tandia porte des petites manchettes. Ok. Ah non, c'est en direct ou pas? Non. Ok. Faire attention, faut pas mettre certaines images. Derrière le coup de coude, faut pas le mettre. Je te jure. Maintenant, ça se peut pas documenter. Aïe, c'est sûr, comment on va? Tu me dis quoi? Alhamdoulilah. Voilà, voilà, 8 semaines de préparation. Je peux aboutir tout de suite, tu vois. C'est le moment, frère. C'est quoi ça, préparation? C'est ça. Tu vois, il y a pas mal d'incidents. Oh, you! Ça se dit ta gueule, quoi. En fait, il y a trop d'incidents pour arriver jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire que ce moment-là, faut concrétiser, tu vois, faut kiffer, faut profiter. 15 minutes pour s'acharner, Inch'Allah. Ça va faire, c'est carré. Hein? Là, non, là c'est le Muay Thai là. Ouais, là c'est le Muay Thai. Là, frère, là, on est en championnat de France de Muay Thai, 10 dans le vestiaire. C'est ça, je te jure. Oh, là, tu ouvres la porte, ça fait ding, 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 ding. Il a plus qu'à mettre le truc sur la tête là. Ouais, voilà le gong. Je te jure. Attends, c'est ouf, on a tous les mêmes souvenirs. Je te jure. Allez, champion de Muay Thai, ils vont rester gravés dans ma tête à jamais, frère. Ouais, c'est une histoire de fou. Carpentier, Japy. Ah putain, t'es que Japy aussi? Ouais, frère, les gymnases emblématiques. Hein. Quand tu switches, faut pas que ça se voit, rappelle-toi. Allez, rassure. Il est mort. Let's go les frères. On y va. En gros, quand je suis rentré, j'ai pas fait de retrait. Je suis juste rentré et c'est à dire que quoi, la midi avant ma gourde, j'ai fait ça. Après, ok, vas-y. Tu veux jouer? Viens, viens, on va jouer. Je te jure, viens si tu veux. C'est propre, c'est un bon gars, Alex, je te jure. Oui. Ah, il doit faire quoi? Je sais pas, il m'a dit, il va m'offrir, mais je vais passer dans sa salle à Lyon, sûr et certain. C'est un vaillant, je te jure. Les gens qui sont bons, j'ai entendu que du bon de lui. J'ai fait bon avant le combat, frère, on rentre, c'est la bagarre, tu vois, c'est-à-dire on peut pas sympathiser ou quoi. Mais après le combat, on verra et j'essaierai de passer dans sa salle et motiver les petits, hein. Espérons, tu vois. Alors, est-ce que vous avez trouvé pourquoi Walid Tandia portait des petites manchettes? J'ai cru voir quelque chose, mais tu vas nous donner une explication. Alors, pas du tout. Parce que, hormis juste les images où on voit qu'effectivement il a une grosse blessure au niveau du coude. Ah, c'était ça. Ouais. Voilà, après, j'ai pas appelé le staff médical de Walid Tandia, tu vois, pour confirmer. Mais a priori, je pense que c'était pour protéger une blessure. C'était déjà arrivé, Théo, peut-être de combattre avec une cicatrice, peut-être que tu veux pas aggraver plus que ça, ou je sais pas. Hein. Non, j'ai déjà combattu blessé, enfin, par la main. Mais non, je ne l'ai pas caché. Enfin, il n'y a pas de règle en soi particulière, Sacha, qui l'empêchait d'avoir... C'était un accident de moto, pas à ma connaissance, non. Et puis, ah ouais, accident de moto, il disait, je pense que c'est pour protéger de ça. Après, tu vois, si tu as des plaies qui sont un petit peu ouvertes, mais qui ne sont pas des plaies qui t'empêchent de combattre, je pense que c'est bien aussi d'avoir une protection pour éviter que ça dans une situation au sol, tu saignes sur le mec et ainsi de suite. Voilà, donc c'est plus des précautions et ça a été bien fait. Il n'a pas sorti énormément de coudes après sur le fight. Mais après, il a vite réglé ça. Il est parti en convalescence pour son coup. Bon, rapidement, tu l'as évoqué aussi, Sacha, 4 combats pro pour Wally, 4 victoires. La suite, ça peut être quoi? Lui, il le dit, je suis prêt à aller chercher tout le monde. On parle évidemment de cette ceinture des moins de 77. Tu l'as dit, ça se joue le week-end prochain, vendredi prochain à Toulouse, à l'Hexagone Toulouse, avec Mathieu Chaumont qui remet en jeu sa ceinture. Ça peut être quoi maintenant la suite pour lui? C'est d'aller chercher tout de suite la ceinture Moi, mon avis personnellement, je pense qu'il faudrait encore un petit combat avant. Moi, je le vois plus prendre le perdant pour la ceinture et ensuite aller à la ceinture. Moi, je pense que c'est un chemin plus
pas plus safe, mais plus rationnel et plus où on réduit un petit peu le risque. Alors, on a un petit message dans le chat d'un certain Anzor qui nous dit « Il est où Paul ?» Est-ce que c'est toi, Anzor, qui est dans le chat du Fighter Club Sunday ou pas? Décline ton identité. Dis-nous tout parce que ce serait très Si c'est drôle. lui, écris ton nom de famille, parce que comme il est compliqué, je sais que les gens qui sont, c'est pas eux, ils sauront pas l'écrire. C'est sûr. Sûr et certain. Petit indice, on va voir s'il nous répond ou pas. Belle visite. Hein? Belle visite Bah quand ouais, même. Dans carrément. Appelle Paul, voilà, face-off ici. Amenez-vous. Et alors, vous vous connectez voilà, tous les deux sur Teams, on vous crée un Teams et vous venez comme ça. Ce serait incroyable. On parlait de Wally, on parlait de qui prendre? Ouais. Ouais, moi j'aime bien soit le perdant de la ceinture, soit la ceinture, soit un certain combattant de la Hatch Academy aussi. Ça avait parlé avec lui, c'est Djibril Sega. Ouais. Ah, Djibril, ouais. Ça peut être sympa aussi. Ça serait hypant, ouais, c'est vrai. Pour donner le contexte à ceux qui ne connaîtraient pas, c'est aussi un autre jeune combattant qui a Hexagone, qui fait partie de la Hatch Academy, qui est une écurie qui est bien connue avec Saladin Parnasse, qui a Hexagone aussi. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils auraient dû s'affronter, etc. Et Wally avait remis un petit peu de sauce là-dessus. Voilà. Bon bah, apparemment, c'est bien Anzor qui est dans le chat avec nous. Il est où, Paul? Il n'est pas avec nous ce soir, Paul, tu vois? Ah, la ceinture ou rien d'autre, parce que là, dans le chat, je reconnais quelqu'un, moi. Ah ouais? Ouais. Je pense que ça va être pour la ceinture, les gars. You Pay Now, du coup, c'est Wally? Non, c'est pas Wally. C'est qui? C'est... Réfléchis un peu, tu vas voir. Non mais vas-y, t'en as trop dit en fait. Il y a des règlements de compte à distance dans le chat. You voilà. Pay You Now. Tu l'as maintenant. Et donc, si tu prends You et que tu changes la fin, et que tu mets, genre, par exemple, une ancienne console Nintendo... Les amis, c'est trop compliqué ce que vous faites là. Peut-être que c'est son manager. Non mais là, il est 23h30 en fait. Faut aller au plus simple. Peut-être c'est son manager. Peut-être que Younes Ben 7 est devenu You Pay Now 7 dans le chat. Ah, d'accord. Younes est avec nous dans le chat aussi. On n'a peut-être pas d'infos. Tu nous annonces un combat pour la ceinture en fait, Younes, c'est ça? Ok, très bien. C'est quoi cette émission là? C'est incroyable. Il se passe des choses en live. J'aime ce live. J'aime ce live. Vraiment, j'adore ce live. Émission, là, on a des interventions. Il y a un homme quand même dont on n'a pas parlé encore et qu'on a vu un petit peu sur les images avec Wally. C'est Souil Areski qui faisait ses grands débuts en pro et il est avec nous ce soir. On a la chance de l'avoir avec nous. Salut Souil. Salut. Merci d'être avec nous. On est avec Théo Ulrich aussi en plateau. Félicitations à toi pour cette belle victoire. TKO dès le premier round. Il faut que tu nous racontes un petit peu comment tu as vécu justement cette première en pro. Franchement, je l'ai bien vécu. J'ai fait un finish au premier round assez rapidement. Et voilà, je peux que être fier et c'est bon. Et voilà. Tu avais préparé justement tout ça, tu avais envie pour ta première en pro de marquer les esprits et d'avoir ce finish justement? Ouais, c'est ça, je voulais commencer direct avec un premier finish dans le premier combat. C'était important pour moi de commencer comme ça, de la plus belle des manières. Et il fallait que je vienne avec un finish et c'est ce que j'ai eu et c'est ce que j'ai fait. Salut Souil, je vais te poser quelques questions parce que pour ceux qui ne le savent pas, tu as bien poncé le circuit amateur. Je suis pas sûr qu'en France, il y ait quelqu'un qui ait un palmarès amateur aussi étoffé que le tien, parce qu'on parle de champion du monde, champion d'Europe, champion de France, donc on va dire la triple couronne, difficile de faire mieux. Passer en pro, tu t'es senti libéré d'avoir les petits gants, d'avoir les coups de genoux, d'avoir les coups de coude? Comment tu t'es senti? Ça t'a fait du bien? Franchement, ouais, ça m'a fait du bien de ne plus être limité par les règles. Par exemple, après une défense de lutte, ne pas mettre de coups de genou à la tête. Et ben là, après ma défense de lutte, j'ai fait quoi? J'ai mis un coup de genou à la tête. Et ouais, franchement, c'est le top en pro. J'attendais ça avec impatience, tu vois, parce que vers la fin de mon année, tu vois, je me lassais un peu du circuit amateur. Et voilà, c'était une libération, comme j'ai entendu. Ça devait être hyper compliqué. En plus, je pense qu'il y a plus grand monde qui voulait te prendre dans le monde amateur aussi. Ouais, c'est ça, tu avais peut-être fait le tour aussi. Franchement, c'est ça, ouais, il n'y avait plus personne qui voulait me prendre. Et du coup, la suite logique, c'était de passer en professionnel. Alors moi, j'ai une anecdote qu'on m'a racontée sur toi. J'ai envie de savoir si c'est vrai. Apparemment, quand tes potes, en sortie d'entraînement, t'invitent au resto, tu calcules personne au resto et tu regardes des combats sur ton téléphone. Combat de boxe anglaise ou combat de... Ouais, est-ce que c'est vrai? Non. Faut pas regarder en haut à gauche quand tu sais pas. Faut pas réfléchir. Non, mais je dis ça, en vrai, je dis ça, c'est pour. Je te tends un petit peu la perche, mais des échos que j'ai de toi, parce que alors, j'ai déjà vu tes combats, j'ai déjà vu des fois
tu t'entraînais au Venom Training Camp, etc. Mais apparemment, il n'y a aucun moment où tu sors soit du MMA, soit de combat de boxe anglaise. Tu ne fais que ça, tu regardes que ça. Ouais, c'est vrai. Je fais que ça, je regarde que ça. Et ouais, c'est vrai. Mais pas de là au restaurant à être branché sur ça, tu vois. On va rétablir un petit peu la vérité. Il y avait du beau monde pour toi hier soir au Zénith de Paris, Souil. Il y avait Nassourdine Imavov qui était dans la salle, qui parle beaucoup de toi et toujours en bien, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Quelle relation tu as avec lui, justement? J'ai une bonne relation avec Nassourdine. Je le connais depuis longtemps. Et voilà. Et ouais, c'est ça. Est-ce qu'il t'aide justement au quotidien? Il te parle, il te conseille? C'est un peu une sorte de deuxième coach, de grand frère. Comment tu le vois pour toi? Ouais, comme tu as dit, un sort de deuxième coach et de grand frère. Et il me conseille beaucoup sur ma carrière. Il m'a beaucoup conseillé aussi tout au long de ma carrière amateur. Est-ce que on te revoit très vite, Souil? Parce que là, tu dis, j'en avais marre du circuit amateur, j'avais hâte de combattre en pro. Est-ce que tu veux enchaîner rapidement ou est-ce que tu vas prendre un petit peu ton temps? C'est quoi la suite pour toi? Franchement, j'aimerais enchaîner assez rapidement. J'espère enchaîner au moins 5-6 combats à l'année, tu vois. Ah ouais. Ça va, hein. Ouais. À ce rythme-là, à 2 ans, il y En a amateur, l'UFC, on enchaîne. En amateur, j'enchaînais des tournois, je faisais 2 combats dans la journée, le lendemain 2. Avec les images, je combattais tous les jours. Je vois pas pourquoi en professionnel, je vais pas garder un rythme élevé, tu vois. T'as pas tort. Bon, en fait, j'aime bien, mais bon, quand on arrive à un certain niveau, quand on arrive à en faire 4 dans l'année, c'est déjà très très bien. Mais tu as totalement raison, hein. Tu es jeune, tu as encore la force, tu te rétablis vite, tu récupères vite après les camps, après les combats, il faut en profiter. Tu as totalement la bonne mentalité, essayer de faire le maximum possible tant que tu es jeune et après, tranquille, quand tu es champion quelque part, tu prends 2-3 combats par an et tranquille. Ouais, c'est ça. C'est à nous de profiter parce que, pour être très honnête, avec les gens qui ne connaissent peut-être pas Souil, je pense qu'on est sur l'un des prospects du MMA français et qui est validé par tous les plus gros professionnels. Bien sûr, on parle de Nassourdine, mais je sais que durant tes entraînements, tes prépas, tes voyages, il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Mohamed Mokaev, ancien de l'UFC aussi, il connaît Souil Areski parce qu'il est passé par le championnat du monde amateur. Il n'y a aucune personne que j'ai croisée qui a beaucoup d'expérience, qui est à très haut niveau, qui ne m'a pas dit que Souil, c'était un phénomène. Donc là, on est sur un 1-0 à l'heure actuelle, mais commencer à monter dans le train parce que je pense que de manière assez unanime, il y a 2 jeunes combattants français qui ont 1 ou 2 combats pro, c'est lui et Samba Sima, et je pense qu'ils vont vraiment, tout le monde sont d'accord sur eux, c'est eux qui vont être le futur dans cette catégorie et ils ont des profils atypiques qui finissent, donc voilà, faut monter dans le train Souil Areski, les amis, c'est important. Contre, vous affrontez pas avant la ceinture. Ouais, pas tout de suite. S'il vous plaît. Pas avant l'UFC. Ouais, avoir une ceinture, un truc important, ça sert à rien de s'affronter comme ça pour s'affronter comme ça. Ouais, c'est vrai. Comme tu as dit, après avec Samba, on s'est énormément affronté en amateur, tu vois. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Et on s'est dit que si on devait s'affronter, ça serait pour l'UFC, tu vois, au top du top. Voilà. Et Parfait. en attendant, on va monter chacun de notre côté, tu vois. Parce qu'on rêve pas tous de ça, de les voir s'affronter un jour à C'est l'UFC. accessible pour les deux, ils ont le potentiel, ils travaillent bien, les deux sont bien entourés. Franchement, il n'y a pas de raison pour pas que ça arrive. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite ici. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas, Souil. Un grand merci à toi. Je pense que tu t'es régalé au Zénith de Paris comme nous tous. Tu as pu regarder un peu la suite de la soirée ou pas après ton combat? Parce que tu avais ouvert cette carte principale. Oui, je suis resté dans les vestiaires et j'étais là pour soutenir mes coéquipiers. Et j'ai accompagné Paul dans son coin, tu vois. Ah, du présent jusqu'au bout. Comme ça, tu n'as rien raté du spectacle. Vous êtes croisé un peu, Théo, Non, avec j'ai raté. Souil ou pas? On s'est croisés à la pesée. Ouais. Il s'est pesé juste derrière moi. Ouais. Et juste là, je crois. Hein. Bah ouais, vous êtes croisés à ce moment-là. On s'est checké et on s'est dit fort. Ouais, c'est ça aussi la solidarité entre les combattants français. Merci beaucoup, Souil, d'avoir été avec nous. On te retrouvera très vite, évidemment, sur RMC Sport. Prochain combat qu'on suivra, évidemment, à l'Hexagone. Merci, Souil. Allez, merci.
Merci à toi d'avoir été avec nous. Il y a du monde dans le chat, il y a même tes zombies qui sont dans le chat. C'est ouf. Il y a mon équipe. Mais c'est incroyable ce soir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que des fois tu les utilises en sac de frappe? Non, t'es fou. Les pauvres. Et je crois qu'on a le meilleur chat de l'histoire du Sunday. Ouais, c'est exceptionnel. Incroyable. On va se faire un petit plaisir parce qu'il n'y avait pas que l'Hexagone ce week-end, les amis. Il y avait aussi l'Octagone. Et le meilleur de la soirée, il est compilé par... Oscar Joss, j'imagine. Eh ben non, Robin Travers. Oh, non, Jalito. Mince. Il va nous prendre le coup, on veut le 5-0 en finalisation. Et c'est terminé sur cet étranglement arrière. Allez, là, va falloir utiliser le bras avant. Il y a Généreux avec, mais il sent pas le trou, il se jette trop plein. Et là, l'accélération derrière de Makowski, c'est terminé. Et c'est terminé. Waouh. En un instant, tout a basculé. Waouh. Ouh là là, très bien cette feinte avec le bras arrière, le crochet qui passe. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Écoutez, là, je n'ai pas compris. Le genou qui passe, encore une! Voilà, ça y est, il a fini par casser cette pierre! Oh là là. Waouh! Quel travail de Touchev! Eh bien, comme quoi, quand on touche au bon endroit, au bon moment. Oh là là. La pierre se Quel combat! Quel combat! On l'avait dit, c'est celui qui va tomber le premier. Ça pouvait tomber vraiment des deux côtés. Sam. Théo, il s'est régalé devant ces je kiffe, moi. Tu es la violence. Plus c'était violent, plus il était là. Oh ouais, c'est incroyable et tout, j'adore. Bon, les prochains, je vous donne les prochains rendez-vous sur RMC Sport, les amis. On en a parlé dès vendredi prochain avec l'Hexagone qui est déjà de retour. Ce sera à Toulouse vendredi soir, évidemment, sur RMC Sport, avec notamment Mathieu Chaumont qui va remettre en jeu sa ceinture des moins de 77 kilos. Il y aura Wayne Jason aussi, ou encore Bafodé Gassama qui seront sur la carte. On enchaîne le lendemain, samedi 21h, avec le Striker. C'est la nouvelle organisation qu'on vous propose sur RMC Sport. Et puis dans la nuit de samedi à dimanche, il y aura l'UFC Fight Night à Perth en Australie avec le main event entre Carlos Hulberg et Dominique Reyes chez les moins de 93 kilos. Gros week-end de fight, donc encore une fois à venir. Et donc du coup, un gros Fighter Club Sunday le week-end prochain. Avec qui à la présentation? Madame. Jalito. Toujours pas. Ce sera Sacha. Mais non, c'est pas ça fait deux erreurs de suite. Attends, je vais prendre un petit peu de vacances. Il y a eu un petit game plan anti-Jalito, j'ai vraiment bien aimé l'exécution. Que des feintes. Vraiment, que des feintes, tu vois, il faut suivre. Clairement. Un grand merci Théo d'avoir été avec nous, c'était top. Vraiment, que ce soit pour le vestiaire ou là ce soir, franchement. Super soirée. J'ai grave kiffé, je me suis bien marré. Ouais, franchement, c'est super chill, c'est super top. Tu reviens quand tu veux, avec grand plaisir. On te revoit quand? Tiens, je t'ai même pas posé la question. T'as déjà un fight de prévu ou pas? Non, mais j'espère le plus vite possible. Ouais, toi aussi, t'as envie de combattre direct. Bah ouais, moi je kiffe ça. Tu retournes à la salle des... Non, mais t'étais déjà en entraînement cet après-midi, on a vu là. C'est vrai. Mais c'est addictif en fait, tu peux pas t'en passer. Coupable. Ouais, c'est ça. J'ai trop besoin de ça. Ouais. Donc demain midi, entraînement. Ok, je pense avec un grand sourire. Je sens, il sera en décembre sur Hexagone. Allez, je pose ça là, c'est ma prédit du soir. 6 décembre à Aix-en-Provence, c'est ça. J'espère. Moi, tous les 4 mois, j'ai vu tout à l'heure sur son résumé là. Ouais, non, c'est bon. Calculé un peu. Moi, je pense chez lui, il a le calendrier Hexagone. Il me dit, vas-y, là, c'est bon. Je veux être là, là. On va faire le tour de la France. Laisse tomber. Bon, en tout cas, merci beaucoup Théo, c'était vraiment top de t'avoir. On te retrouve très vite. Tu nous régales évidemment à chaque fois, les gars. Merci beaucoup. Merci Flora. Merci à tous dans le chat. Il y avait beaucoup de monde ce soir. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Et puis, on se retrouve évidemment dès dimanche prochain pour le Fighter Club Sunday. Et puis, dès vendredi pour l'Hexagone qui est déjà de retour. Très belle soirée à tous, les amis. Ciao.